Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales Stratégiques, et vous publiez « Je t'aimais bien, tu sais, le monde et la France, le désamour » chez Max Milo. Vous commencez ce livre en racontant que autrefois, quand vous alliez dans les colloques internationaux, dans les conférences, en tant que Français, on était toujours chaleureusement bien accueillis, parce que la France, pendant longtemps, dites-vous, a une politique étrangère singulière alors c'est une politique gaulo-mitterrandiste. C'est quoi exactement cette politique étrangère de la France qui nous a rendu si populaires, le gaulo-mitterrandisme? C'est vrai que c'est une période très agréable, on était célébrés partout par le fait d'être français, parce que la politique gaulliste, critiquée d'abord par Mitterrand, mais reprise par Mitterrand lorsqu'il est devenu président en 81, était une politique d'indépendance à l'écart des blocs, résistant aux pressions américaines et parlant sur un pied d'égalité avec les Russes, les Soviétiques à l'époque, et puis en même temps tendant des ponts vers ce qu'on appelait le tiers-monde, en étant un peu le porte-parole de ceux qui n'avaient pas de voix. Et la France avait une position tout à fait singulière, unique, en étant alliée mais non alignée des États-Unis, et pouvait dire, du discours de Gaulle à Phnom Penh à celui de Mitterrand à Cancun, dire ce que les autres ne pouvaient pas dire. Elle incarnait la liberté, elle incarnait la défense de ceux qui ne pouvaient pas se défendre par eux-mêmes. Voilà, un pont vers les pays du tiers-monde, et c'est vrai que la France était connue pendant longtemps pour avoir eu une politique pro-arabe. Je vous propose, Pascal Boniface, il y a eu quelques moments célèbres dans cette politique pro-arabe, de regarder cet extrait. C'était en 1996, c'est Jacques Chirac qui est en visite à Jérusalem-Est, et il s'en prend à un soldat israélien, parce que ce soldat israélien l'empêche d'aller au contact de la population palestinienne. Alors vous allez voir, Jacques Chirac parle en anglais, c'est pas traduit, mais on comprend assez bien, on écoute. C'est encore comme problème. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Pourquoi est-il resté célèbre? Peut-être parce que c'est la première fois qu'on comprend bien l'anglais. Alors d'une part, mais surtout, c'est qu'il est rare de voir quelqu'un qui s'oppose aux forces de sécurité israéliennes. Et la France, effectivement, depuis De Gaulle en 67, était le seul pays occidental qui écoutait un peu les pays arabes comme faisant partie du tiers-monde. Et ensuite, Mitterrand est allé à la Knesset pour défendre le droit des Palestiniens à avoir un État. Et ça, les autres pays occidentaux ne le faisaient pas. Donc la France était également singularisée sur ce dossier-là. Elle n'avait pas une politique pro-arabe, elle avait une politique pro-droit international, puisque le droit international ne reconnaît pas la conquête de territoire par la force. Mais à nouveau, en 2003, le même Jacques Chirac s'est opposé à la guerre en Irak, s'est opposé à George Bush. Et donc, ça peut également être considéré comme une politique pro-arabe. Alors, c'était plutôt anti-guerre, plus que pro-arabe, parce que il n'était pas question de défendre Saddam Hussein, il était question de dire que cette guerre allait amener plus d'insécurité, plus de terrorisme, et n'allait pas apporter la stabilité promise par les néoconservateurs. Et c'est vrai qu'à l'époque, les États-Unis étaient au plus grand fait de leur puissance. On parlait de l'hyperpuissance américaine. S'opposer aux États-Unis, c'était le risque d'être sanctionné. Et d'ailleurs, Condi Rice avait dit qu'on allait punir la France. Et c'est pour ça que la France a été très populaire, parce qu'elle a dit le droit international qui interdit le recours à la guerre s'il n'est pas autorisé par l'ONU. Contrairement à la guerre du Golfe de 90, qui, elle, a été autorisée par l'ONU. Vous rappelez d'ailleurs que la France a été traînée dans la boue à Washington, on versait du vin dans le caniveau, les French fries étaient interdites à la cantine. C'était le French bashing, etc. Ouais. Donc tout le monde tapait sur la France, qui avait osé ne pas être d'accord avec la grande puissance mondiale. Alors, la théorie de votre livre, si j'ai bien compris, c'est qu'on est passé d'une politique indépendante, pro-arabe, le gaulo-mitterrandisme, à un atlantisme. On a suivi la ligne américaine. Comment, alors, quand s'est opérée la bascule? C'est sous Sarkozy qu'elle s'est opérée? Non, avant. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait atlantiste. Disons que la France n'est pas encore atlantiste, mais elle est moins fermement gaulo-mitterrandiste qu'elle était auparavant. Et la première rupture, c'est avec Jacques Chirac. Mais ça, on ne le sait pas parce que les images que vous montrez, son opposition à la guerre d'Irak, est restée gravée dans les mémoires. Ce qu'on a moins bien vu, c'est qu'à partir de 2005, prenant peur des attaques venant des États-Unis, prenant peur que d'être sanctionné par la plus grande puissance, d'être coupé du marché américain, de subir des attaques de campagne publique avec la force, effectivement, des médias américains, Jacques Chirac a été le premier à mettre de l'eau dans son vin et à se réconcilier avec les États-Unis et à cesser un peu les mises en garde, alors que les événements même
sur la guerre d'Irak lui donnait raison. Au moment même où la France aurait pu triompher en disant « Regardez où nous mènent toutes ces catastrophes », Chirac a choisi de donner comme priorité la réconciliation avec les États-Unis et la France. Et puis, il y a eu son accident de santé, l'échec du référendum. Et à partir de là, la France a été moins flamboyante sur la scène internationale. Et c'est pour ça que vous dites aujourd'hui dans les colloques, quand on dit qu'on est français, c'est plus banal. C'est plus banal. Et même, vous dites, maintenant, on me pose des questions sur l'islamophobie. J'aimerais vous montrer cette image. Elle date de l'été dernier. Ce sont des policiers qui verbalisent sur une plage française une jeune femme qui est en burkini, puisque de nombreux maires avaient fait passer des arrêtés anti-burkini. Cette image va être prise dans le monde entier, dites-vous. Elle va être très mal comprise dans tous les pays du monde qui vont y voir le symbole d'une France qui martyrise sa population musulmane. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Alors martyrise, je n'emploie pas ce terme. Maltraite. Alors effectivement, ça a été ressenti comme étant très anti-musulman dans tous les pays musulmans, mais également dans les pays qui ont une autre tradition, les États-Unis, l'Angleterre, mais les pays nordiques, qui ont vu pourquoi s'exciter sur 3 ou 4 personnes et pourquoi les verbaliser ainsi, alors qu'elles ne sont pas cette assimilation à la sécurité, au terrorisme, alors qu'elles ne font que porter un vêtement qui est peut-être disgracieux, mais qui n'est pas dangereux en tous les cas. Et donc effectivement, maintenant, moi, je ne fais un constat. Je constate que quand je suis interrogé dans les pays où je vais, on m'interroge plutôt pour dire pourquoi la France a un problème avec l'islam. Quel est votre problème avec l'islam? Mais on n'a pas un problème avec l'islam. Je vais prendre l'autre côté. On dit simplement qu'on veut affirmer la laïcité. Notre combat pour la laïcité, finalement, est mal compris dans le monde entier. Ça dépend parce que la laïcité est parfois mal exprimée. Si c'est celle de 1905, ouverte, qui permet à chacun d'avoir, y compris des habits religieux dans l'espace public, mais qui vient protéger la fonction publique, qui vient protéger, mais dans l'espace public, c'est toutes les religions peuvent s'affirmer. Celle-ci est tout à fait compréhensible et je suis le premier à la défendre. Mais par contre, vous voyez bien, et la une des journaux que je cite dans mon livre presque chaque semaine, qui cible directement les musulmans, tout ceci crée une ambiance un peu plus malheureuse. Vous dites la laïcité, pour certains, c'est un prétexte bien commode pour libérer la parole raciste. Vous pensez oui, que pour certains, disons qu'elle ne vise qu'une communauté, les musulmans, et donc on voit très bien... On n'est plus raciste, on est résistant. Voilà, donc c'est quand même plus noble de dire si vous êtes raciste anti-arabe, vous êtes quand même, ça se porte mal. Si par contre vous dites je suis un défenseur intégral de la laïcité, là vous pouvez plus circuler. La voix de la France, vous l'avez dit à l'instant, c'est banalisé dans le monde, du coup, désormais. Elle a même une connotation négative avec cette islamophobie. Est-ce que ça se constate? Est-ce qu'aujourd'hui, le président français, c'est plus ce que c'était? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Il y a des preuves tangibles de ça? Regardez, Barack Obama, il fait ses adieux, il ne vient pas en France. Trump s'adresse à il est allé en Allemagne. En Allemagne, voilà. Et donc François Hollande a fait le voyage à Berlin. Voilà. Trump s'adresse à des journaux anglais et allemands, et donc la France est un peu moins visible. Alors, elle l'est parce que la fin de la guerre froide nous a fait perdre cette rente de situation particulière, qui était notre positionnement entre Washington et Moscou. C'était facile, il y avait deux blocs, on était alignés. Voilà. Maintenant, le monde est compliqué, c'est compliqué. C'est plus compliqué, mais il y a quand même un espace à prendre, et qui est attendu. Il y a une soif de France dans de grandes parties du monde, et d'ailleurs, Chirac a marqué les esprits, alors que la guerre froide était terminée depuis longtemps, et la France n'a jamais été aussi populaire que juste après le refus de la guerre d'Irak par Chirac. Et donc, il y a encore des espaces à prendre, parce qu'on attend encore une voix un peu singulière, justement, et on peut dire que l'arrivée de Trump au pouvoir la rend encore plus nécessaire. Voilà, vous dites que la France a cessé d'être l'emmerdeuse de l'Europe. C'est plutôt aussi de maturité, non? Oui, du monde, enfin, en tous les cas, montrer une direction en disant on ne se laisse pas faire, on a des principes, on ne transige pas avec les principes qui sont ceux de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui sont ceux d'indépendance, de liberté et de solidarité. Ça, encore, il y a quand même des appels pour cela. Voilà, Pascal Boniface, Je t'aimais bien, tu sais, le monde et la France, le désamour. C'est aux éditions Max Milo. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air qui revient sur le tollé international contre le décret anti-immigration de Donald Trump. S'agit-il du premier vrai faux pas du nouveau président américain? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Trump avance, le monde s'affole.